Salut à vous les sorceleurs, aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous du 4e livre, Le Temps du Mépris, un livre que j'ai mis beaucoup de temps à lire parce que je manquais de temps pour le lire, donc j'ai mis beaucoup de temps à le lire alors que normalement j'aurais pu le lire plus rapidement. J'espère que pour le 5e je serai plus rapide. D'ailleurs j'avais envie de vous présenter la nouvelle collection chez Bragelonne qui est superbe, la collection crème avec l'écusson qui représente un des grands moments du 4e tome, le moment avec la licorne. D'ailleurs restez bien jusqu'à la fin car ce sera l'occasion pour moi de vous proposer un concours sur mon Instagram afin d'avoir peut-être l'opportunité de gagner l'un des 3 exemplaires mis en jeu pour fêter la fin d'année et l'arrivée de la saison 1 de The Witcher. D'une manière générale, ce tome 4 je l'ai trouvé très intéressant même si, comme vous vous en doutez, il y a des passages qui sont plus intéressants que d'autres. Je suis un petit peu sur le même sentiment que pour le tome 3, c'est-à-dire qu'il y a des chapitres vraiment excellents et d'autres chapitres dont on pourrait se passer mais qui ont quand même une utilité même s'ils viennent plus ou moins casser le rythme de l'histoire. Mais au fond ces chapitres, même s'ils m'ennuyaient par moments, je dois quand même dire qu'ils ont leur importance car comme je vous l'ai dit, ils apportent des petits éléments qui permettent de comprendre certaines subtilités dans l'intrigue des personnages. Dès le chapitre 1, nous retrouvons Geralt de Rive qui est en ville et qui va se confronter à ce fameux Codringer. En tout cas, ce personnage va être très intéressant car il permet d'étayer et d'élargir encore plus l'univers avec d'autres personnages qui interagissent avec Geralt. Dans le cadre de ce chapitre, Geralt va questionner sur le personnage qu'il est pourchassé dans le livre 3. En réalité, il s'appelle Rience et ce personnage va être très important. Ils vont discuter du passé de Ciri, le fait que ça soit une princesse de Cintra, qu'il y ait la reine Calante appelée la lionne de Cintra, mais aussi le fait que Ciri aurait le sang ancien, c'est-à-dire qu'elle détiendrait une magie lui permettant de se téléporter à gauche et à droite, et cette magie serait détenue par des personnes qui auraient eu des mélanges avec le sang des elfes. Et le fameux Codringer va annoncer à Geralt qu'il est traqué encore, comme d'habitude, et Geralt va tuer les assaillants dans un bar à un moment, ce qui permet là aussi de voir que Geralt sait qu'il est traqué et qu'il va mettre toutes les chances de son côté pour en sortir vivant. Un chapitre d'introduction qui m'a bien pris aux tripes parce qu'on voit de nouveaux personnages, on voit un nouveau cadre et Geralt est là un peu dans ce métier du sorceleur, c'est-à-dire la personne qui va poser des questions et qui va enquêter pour faire avancer son intrigue et son histoire. Les chapitres suivants, ce sont sans doute ceux qui m'ont le plus intéressé et qui représentent à mon sens le centre et le cœur de l'histoire, ce sont les chapitres 2, 3 et 4. Le chapitre 2 est concentré autour de Ciri et Yennefer qui arrivent dans une ville où il y a la grande école de magicien. Yennefer a envie de mettre Ciri dans cette école afin qu'elle développe encore plus ses sens et qu'elle parvienne à devenir une véritable sorceleuse et qu'elle maîtrise même encore plus ses pouvoirs. Suite à ça, Ciri va encore plus évoluer et elle va même se remettre en question tout au fil du chapitre. C'est un peu dans la poursuite des derniers chapitres du livre 3, c'est-à-dire que Ciri va se poser une série de questions. Elle est adolescente, elle s'interroge sur la sexualité, sur le rôle qu'elle pourrait avoir avec les garçons, mais aussi le fait qu'elle pourrait s'émanciper et revenir sur ses décisions et notamment aller contre l'avis de Yennefer et Geralt. Il y a pas mal de choses qui se passent dans la tête de Ciri et je trouve ça très intéressant de développer ça au fur et à mesure de l'histoire. C'est clairement une adolescente qui se pose des questions avant de passer à l'âge adulte. Et quand Yennefer lui parle de l'école des magiciens, Ciri n'est absolument pas emballée, c'est normal, elle se remet tout le temps en question et elle est même un petit peu rebelle. C'est ça qui est intéressant dans ce personnage, c'est qu'elle va toujours chercher à remettre en question ce que les autres décident à sa place. Yennefer va par la suite accepter que Ciri parte en exploration de la ville avec un jeune garçon pour guide et c'est durant cette péripétie qu'on va assister à une grande description de la ville, de ses attractions, de ses moments clés, de ces lieux très particuliers comme le marché, la foire, et dans la foire justement il y a un personnage qui fait un spectacle avec un basilic, sauf qu'en fait Ciri comme elle est sorceleuse, elle sait plus ou moins que ce n'est pas un basilic mais que c'est une wyverne. Vous savez, une wyverne, c'est une sorte de dragon un peu primaire, si je puis dire. Et en fait, le marchand va s'énerver, la wyverne va s'échapper et Ciri va découvrir justement le poteau rose et tuer le monstre. Ce qui amène une grande pagaille en ville et Ciri va être confondue avec une des magiciens qui ont fait le mur et elle va s'échapper pour rejoindre Geralt. Et c'est là qu'on assiste à une scène, vraiment très belle scène, effrayante même, je puis dire. C'est Ciri qui, sur la route, est poursuivie par la chasse sauvage. On ne sait pas trop sur quel angle joue l'auteur.
On ne sait pas si Ciri est en train de rêver, si elle est vraiment en train d'être poursuivie par la chasse sauvage. Il y a beaucoup de choses qui se mêlent dans ce chapitre et j'ai trouvé ça vraiment pertinent de mélanger un peu la réalité, la fiction, les rêves, les fantômes. Et c'est là qu'on voit que Ciri est très troublée et que c'est pas juste une enfant simple, c'est quelqu'un de très important, et pour que la chasse sauvage soit à ses trousses, c'est vraiment qu'elle a quelque chose de particulier que ces derniers veulent. Nouveau chapitre où Ciri a été sauvée par Geralt et Yennefer alors qu'elle était poursuivie par la chasse sauvage, et on assiste à un grand banquet où Yennefer va proposer à Geralt de venir dans une grande assemblée des magiciens. Geralt qui est vraiment, mais ce chapitre il m'a fait un peu rire parce que c'était un petit peu la foire à la curiosité, c'est-à-dire que tous les personnages étaient autour de Geralt et ils le regardaient comme vraiment un objet de collection, un peu une espèce de relique. Et Yennefer lui disait attention, ce personnage il est assez dangereux, ah celui-là il va vouloir te désosser pour te mettre en pièces et voir comment tu es constitué, ah elle je la déteste. On assiste à une scène un petit peu où Yennefer retrouve tous ses anciens camarades d'études, des personnages qui sont devenus plus ou moins importants, qui ont leur rôle, et en fait on se rend compte que certains personnages ne sont là que pour poser des questions à Geralt afin d'avoir plus d'informations sur Ciri, sur les rois, sur les guerres à venir, sur les alliances, pour un peu le titiller et voir ce qu'il pourrait dire ou pas. Et du coup c'est un peu un jeu de l'hypocrite ce chapitre, où Geralt va essayer de donner rien du tout, mais obtenir des informations sur certains personnages. Il y a une construction vraiment très particulière et ça m'a vraiment beaucoup plu. Le chapitre 4, je vous avoue qu'il m'a pris de court parce que tout ce qui était avant, c'était de l'effervescence, c'était la fête, il y avait des espions, tu sentais qu'il y avait de la tension, mais ça restait assez plat quand même, les personnages étaient juste là pour un petit peu jouer le jeu des trônes, si on peut dire. Et là, on a vraiment eu le jeu des trônes physique, c'est-à-dire qu'il y a eu une grande conspiration au sein de l'école des magiciens, et je vous avoue qu'au début, j'ai pas tout compris, j'arrivais pas trop à savoir qui était qui faisait quoi, ou les rôles de certains, leurs prérogatives, pourquoi ils faisaient ça, leur motivation. Et à la fin, d'après ce que j'en ai compris, alors vous me corrigerez si je me suis trompé, il y avait une congrégation de magiciens qui a tenté de faire un putsch au nom de Nilfgaard, et les autres magiciens se sont unis contre eux pour les chasser et les massacrer. Du coup, Geralt, il avançait dans les couloirs de l'école de magie, il y avait du sang partout, des cadavres, il y avait des gens qui étaient exécutés, c'était le gros bazar. Je vous avoue que je ne sais pas trop quoi avoir pensé de ce chapitre, il m'a plu, certes, mais il m'a un peu dérouté dans le sens où je savais pas trop qui était qui faisait quoi, et à la fin je me suis surtout rendu compte que Yennefer et Geralt ne savaient même eux pas trop ce qui s'était passé, et que Ciri avait profité de la pagaille pour s'échapper parce qu'elle était poursuivie forcément tout le temps Ciri, et en fait elle s'est échappée grâce à un portail, et nous verrons bien dans la suite où elle a atterri. Le chapitre 5, c'est un peu le chapitre qui permet de comprendre tout ce qui s'est passé en off, si je puis dire, parce que tout ce qu'on avait en face c'était le massacre des magiciens, mais en off il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des massacres dans les villages, il y a eu aussi des rébellions, il y a eu des guerres, il y a eu des renversements de pouvoir, il y a des rois qui sont morts, et ce chapitre est là pour permettre à Jaskier de raconter à Geralt, qui est un peu titubant, qui sait pas trop où il est chez les Dryades, mais il est complètement à l'ouest et il sait pas trop ce qu'il s'est passé chez les magiciens, mais en tout cas Jaskier est là pour faire un petit peu le lien et nous permettre, nous lecteurs, de comprendre tout ce qui s'est passé et tout ce qui s'est joué lors du banquet des magiciens. C'est assez subtil et j'aime beaucoup le fait que Jaskier, qui est d'habitude un personnage assez excentrique et qui fait pas mal de bêtises, et bien là Jaskier il est vraiment le conteur de l'histoire et il va aider Geralt à y voir beaucoup plus clair, et nous par la suite, parce que comme je vous l'ai dit, le chapitre 4 m'avait un petit peu perturbé. Ce chapitre c'est aussi l'occasion de rencontrer Emhyr van Emrys, l'empereur de Nilfgaard. Emhyr va justement faire croire au peuple et à la haute noblesse de Nilfgaard qu'il détient Ciri, la princesse de Cintra, mais en fait on se rend compte que c'est juste une grande mascarade parce que ce n'est pas Ciri, c'est une paysanne. Donc là aussi, comme je vous l'ai dit au début, il y a vraiment toute une quête autour de Ciri car c'est un personnage qui pourrait détenir les clés de la saga. Le chapitre suivant, on y retrouve la jeune Ciri qui est complètement perdue. Je vous avoue que même moi j'étais perdu, je savais pas trop où elle était. C'était un chapitre où les petits moments s'enchaînaient, on voyait Ciri qui se réveillait, qui savait pas où elle était, elle se rendormait, elle se réveillait, elle faisait 3 pas, elle tombait au sol, elle marchait dans le désert, elle retombait. C'était un moment très particulier ce chapitre. Ça signifie que Ciri va être encore mélangée entre les rêves, la réalité, les visions. Elle va tuer un monstre, mais le monstre va blesser la licorne va être sauvée par Ciri qui au final va tomber dans les pommes et être secourue. Il y a plein de choses qui se passent dans ce chapitre et c'est assez étrange justement d'avoir mis la licorne en image principale
parce que pour moi c'est pas ça qui s'est le plus dégagé. C'était clairement le fait d'avoir toute l'histoire autour des magiciens et le complot. Pour moi c'était beaucoup plus intéressant. Là ce chapitre... il m'a ennuyé, je sais qu'il est important, mais j'ai pas compris qu'est-ce qui était important dans ce chapitre. Quand je le lisais, j'étais perdu, je savais pas où j'étais. Je savais que j'étais en train de lire un truc important, mais ça voulait pas. Donc expliquez-moi, parce que je suis vraiment ouvert à toute explication sur ce chapitre et le fait qu'elle soit perdue et qu'on sait pas où elle est. En tout cas, le dernier chapitre, lui, je l'ai compris. Ciri a été secourue par des soldats de Nilfgaard et ces soldats savent que Ciri est très importante pour Nilfgaard et ils vont la capturer, l'emmener dans un village. Et dans ce village, Ciri, elle va rencontrer un personnage qui s'appelle le rat. Et ce personnage, j'ai l'impression que c'est un peu une sorte de Robin des Bois, c'est-à-dire qu'il s'est fait capturer, qu'il détroussait les riches pour donner aux pauvres, et avec cette rencontre, les deux personnages vont s'allier et ils vont s'échapper avec l'aide d'une tierce personne, et ça sera l'occasion de voir en fait que Ciri, c'est encore un enfant, c'est-à-dire qu'elle n'a pas osé tuer le personnage qui l'a menacé, elle l'a tué par inadvertance un peu si on peut dire, mais elle est toute tremblotante, elle n'ose pas parler, elle est très réservée, et elle va un peu plus s'ouvrir à ce groupe de bandits et faire partie pleinement de leur groupe qui fera des razzias contre Nilfgaard, contre certains rois et certains seigneurs locaux. Et en fait, je me rends compte que Ciri, même elle sait pas trop où elle va dans l'histoire, elle se laisse porter et c'est ça qui est très bien, c'est que le personnage n'a pas vraiment une ligne fixe, elle saisit les opportunités et elle arrive à tirer le mieux de cette opportunité pour s'en sortir. En attendant, c'était un livre très intéressant qui avait ces moments très forts et ces moments un peu bizarres où j'ai pas tout saisi, mais qu'importe cela, c'était vraiment très bien écrit et j'ai beaucoup aimé le fait d'avoir une grande partie du livre centrée sur l'histoire des magiciens et le complot qu'il y a eu par la suite. Ça permettait de voir un autre lieu du pouvoir, comme je vous l'ai dit dans le livre 3, on voyait les rois qui se réunissaient, on voyait un petit peu ce qui se passait après la guerre contre Cintra et les royaumes du Nord. Là, on sait que tout le monde s'est fait éclater, mais que les guerres sont encore prégnantes et que la tension est toujours là. Et Geralt, au final, il n'est pas tant présent que ça, il est même un petit peu plus secondaire dans ce livre, et ça permet de s'intéresser à d'autres personnages, à d'autres lieux, à d'autres événements, et ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. En tout cas, merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Si jamais le t-shirt du sorceleur vous a plu, vous avez un lien dans la description avec le code promotionnel comme d'habitude, et moi en attendant, je vais essayer d'attaquer la lecture du livre 5 pour vous en donner la vidéo et l'avis le plus rapidement possible. Et si vous aussi vous avez envie de prendre part à l'aventure du sorceleur, sachez qu'il y a un lien vers mon Instagram parce que j'ai organisé un concours en partenariat avec l'éditeur Bragelonne afin de vous faire gagner l'un des 3 exemplaires du tome 1 mis en jeu. Je n'en dis pas plus et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout et à très bientôt, salut!